Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 7 mars, je vous propose de nous rendre tout d'abord en Corée du Sud, où le président a proposé hier un plan de compensation pour les victimes sud-coréennes de travail forcé pendant l'occupation japonaise de la péninsule coréenne. Nous irons ensuite en mer de Chine méridionale, où les gardes-côtes philippins ont rapporté une présence particulièrement forte de bateaux chinois dans les eaux territoriales philippines, près de l'île de Pagasa. Cambodge également, où nous reviendrons sur la lourde condamnation d'une des principales figures de l'opposition au régime de Hun Sen. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique au Japon, où a été célébré la semaine dernière le Hinamatsuri, ou fête des poupées. Le gouvernement sud-coréen a présenté hier un plan de compensation pour les victimes sud-coréennes de travail forcé pendant l'occupation japonaise de la péninsule coréenne, qui a duré de 1910 à 1945. Ce serait au total quelques 780 000 Sud-Coréens qui auraient été réduits au travail forcé pendant cette occupation, avec un bon nombre envoyés au Japon pour travailler dans des entreprises japonaises. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, a annoncé en conférence de presse que les victimes ayant été forcées à travailler pour les entreprises japonaises pendant cette période seraient compensées par un fonds qui sera confié à une fondation chargée de collecter les dons des grandes entreprises sud-coréennes qui ont profité des compensations accordées par le Japon en 1965, tandis que les entreprises japonaises seront encouragées quant à elles, mais non pas obligées, à faire des dons pour les victimes. L'annonce du gouvernement intervient après le refus de Tokyo de se plier à la décision de 2018 de la Cour suprême sud-coréenne qui a jugé plusieurs entreprises japonaises, dont Mitsubishi Heavy Industries et Nippon Steel, responsables et susceptibles de verser des compensations à 15 victimes sud-coréennes. Le refus du Japon d'accepter ce jugement envenime depuis les relations entre les deux voisins, relations qui se sont considérablement détériorées au cours des dernières années, notamment avec l'introduction par Tokyo en 2019 de restrictions à l'exportation de plusieurs produits vers le voisin sud-coréen. En signe de bonne volonté, Séoul a déclaré hier suspendre sa plainte à l'OMC en attendant des négociations bilatérales avec Tokyo pour abolir les restrictions. Tokyo, qui considère que les excuses ont déjà été prononcées et que les entreprises condamnées par la justice sud-coréenne ont déjà payé des réparations lors d'un traité bilatéral signé en 1965, refuse de revenir sur la question du travail forcé, mais aussi sur la question des anciennes esclaves sexuelles de l'armée japonaise, autre gros traumatisme de l'occupation et sujet de tension entre les deux pays. Le traité signé alors établissait le versement de plusieurs centaines de millions de dollars de réparation sous forme de subventions et de prêts avantageux, sans versement direct de réparation aux victimes. Cité par le porte-parole présidentiel, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré vouloir renforcer les liens avec le Japon et a déclaré également qu'il fallait, face au contexte international qu'il a qualifié de crise mondiale, briser le cercle vicieux au nom de l'intérêt national. Le ministre des Affaires étrangères a quant à lui parlé de compromis pratiques, tandis que son homologue japonais, le ministre Yoshimasa Hayashi, a salué le plan proposé par Séoul. Le plan a rapidement été salué également par le président américain Joe Biden, qui a parlé de nouveaux chapitres révolutionnaires dans la coopération et le partenariat entre deux des plus proches alliés des États-Unis. Mais l'annonce a été immédiatement critiquée par une partie substantielle de l'opposition sud-coréenne et notamment par le principal parti d'opposition, le Parti démocratique, qui a qualifié le plan de diplomatie de soumission, ainsi que par certains groupes de protection des droits des victimes. Ainsi, Lim Jae-sung, avocat des victimes dans l'affaire, qui a fait l'objet d'un jugement de la Cour suprême en 2018, a déploré le fait, je cite, que les Japonais n'avaient pas eu à débourser un seul centime et que c'était là une victoire totale pour Tokyo. Les gardes-côtes philippins ont rapporté avoir aperçu samedi dernier plus de 40 bateaux chinois près du rivage de Pagasa, aussi connu sous le nom d'île Titu, une des îles occupées par les Philippines en mer de Chine méridionale, mais revendiquée par la Chine, Taïwan et le Vietnam.
L'île de Pagasa, large d'à peine 37,2 hectares et peuplée par quelques 400 habitants qui vivent principalement de la pêche, est toutefois la deuxième plus grande île de l'archipel des Spratly, au cœur des tensions en mer de Chine méridionale. Située à un peu plus de 483 km de Puerto Princesa, dans la province de Palawan, Pagasa est occupée et administrée par les Philippines depuis 1971 et abrite une base de l'armée de l'air philippine avec une piste d'atterrissage de 1300 mètres. Les gardes-côtes philippins ont déclaré avoir aperçu un navire de l'armée populaire de libération, un bateau des gardes-côtes chinois ainsi que 42 bateaux de pêche soupçonnés de constituer une milice maritime chinoise. Les bateaux auraient jeté l'ancre entre 4,5 et 8 miles nautiques du rivage de Pagasa, soit en deçà de la limite des 12 miles nautiques des eaux territoriales de l'île. Les gardes-côtes philippins ont rapporté que la présence de bateaux chinois dans la zone s'était considérablement accrue au cours des dernières années, avec plus de 100 bateaux de pêche chinois aperçus en 2020, dans un contexte de tensions maritimes et territoriales entre Pékin et Manille. L'année dernière a également eu lieu une confrontation près de Pagasa, lorsqu'un bateau des gardes-côtes chinois avait bloqué un bateau de la marine philippine et l'avait empêché de récupérer les débris d'un missile chinois tombé dans la zone. Les tensions ne se sont pas apaisées depuis. En février encore, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. avait convoqué l'ambassadeur chinois aux Philippines, Huang Xilien, suite au déploiement d'un laser militaire contre les gardes-côtes philippins près de l'atoll d'Ayungin, aussi connu sous le nom de banc Thomas II, un atoll occupé par les Philippines mais aussi revendiqué par la Chine, Taïwan et le Vietnam. Au Cambodge, un des leaders de l'opposition a été condamné à 27 ans de détention pour trahison. Kem Sokha, le cofondateur du Parti du sauvetage national du Cambodge, a été condamné par le tribunal municipal de Phnom Penh, qui a prononcé vendredi son verdict 5 ans après l'arrestation de Kem Sokha, qui est détenu depuis. Soupçonné de conspiration avec des puissances étrangères, ce dernier avait été arrêté le 3 septembre 2017, tandis que son parti avait été dissous 2 mois plus tard. Le communiqué du tribunal mentionne que la promotion des droits de l'homme et de la démocratie, avec l'aide et la collusion et l'organisation en secret avec des pays et des agents étrangers pour renverser le gouvernement légal via des manifestations de masse et une révolution de couleur, est illégale. Kem Sokha a été placé en détention provisoire à son domicile où la sécurité a été renforcée. Considéré comme un candidat potentiel pour les prochaines élections, il a aussi été dépossédé de son droit de vote et il lui a été également interdit de se présenter à une élection pour une période indéfinie. Des dispositions qui ont poussé l'ONG Amnesty International, qui estime que le verdict constitue, je cite, un avertissement évident à l'attention des groupes de l'opposition à quelques mois des élections nationales qui doivent se tenir le 23 juillet prochain. Le verdict a en outre été critiqué par le vice-directeur régional d'Amnesty International, Ming-Yu Ha, qui a déclaré que la décision du tribunal témoignait de son manque d'indépendance et que les accusations retenues contre Kem Sokha étaient, je cite, sans fondement et motivées politiquement. La condamnation de Kem Sokha a aussi été dénoncée par l'ambassade américaine au Cambodge, qui a déclaré que le processus visant depuis plusieurs années à faire taire Kem Sokha sur la base d'une conspiration fabriquée relevait, je cite, d'une erreur judiciaire. Les Japonais ont célébré la semaine dernière le Hina Matsuri, ou fête des poupées. Ce festival, qui a lieu le 3 mars de chaque année et qui est consacré aux petites filles, donne lieu à de belles expositions de poupées, souvent de grande valeur, qui sont disposées sur plusieurs niveaux. Les poupées représentent des personnages de la cour impériale de l'époque Heian, c'est-à-dire entre 794 et 1185 de notre ère, une période faste pendant laquelle la capitale de Nara a été abandonnée au profit de l'actuel Kyoto. On trouve sur la plus haute estrade un couple de mariés qui représente l'empereur et l'impératrice, mais aussi plus bas des dames de cour, des musiciens, des ministres et des serviteurs, avec de nombreux accessoires et éléments de décor tels que des paravents et des lanternes. L'ensemble, généralement composé de 15 poupées, se transmet ainsi de génération en génération dans les familles et sont exposées quelques jours avant le 3 mars et souvent rangées le lendemain ou peu après. Plusieurs lieux sont connus pour leur exposition de poupées pendant ce festival, et notamment le temple Shinto de Tomisaki dans la préfecture de Chiba, juste à côté de Tokyo. Le quotidien japonais Asahi Shimbun a rapporté que pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, la ville exposait de nouveau sa collection de poupées.
Il y a au total 7000 poupées exposées à travers la ville, avec comme clou du spectacle quelques 1800 poupées disposées sur un tapis rouge qui recouvre les 60 marches qui mènent au temple de Tomisaki. Le journal précise que pendant le festival, les poupées sont disposées ainsi chaque matin par les riverains qui comptent sur le festival pour attirer les touristes dans la ville. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.